Bonjour, je suis Rafik Djoumi et bienvenue dans cet épisode collaboratif des analyses du cinématographeur. Die Hard, ou Piège de cristal en France, est aujourd'hui universellement reconnu comme l'un, voire le meilleur film d'action de tous les temps. Autant par les critiques, Die Hard est considéré comme rien de moins que le meilleur film d'action. Piège de cristal est considéré comme le plus grand film d'action de tous les temps. que par les spectateurs. Die Hard is the best cop movie of all time. Die Hard, still great. Nakatomi Plaza. Tout le monde en parle et pourtant nous pensons humblement que tout n'a pas encore été dit et que ce film cache encore des trésors de mise en scène qui n'ont pas été mis à nu. Que John McTiernan, son réalisateur, tient une place bien plus importante dans l'histoire du cinéma américain que celle qu'on lui a finalement laissée. Un réalisateur qui, en un film, a tout simplement inventé les années 90. Alors, comme d'habitude pour les besoins de l'analyse, nous allons évidemment spoiler entièrement le film, donc gare à ceux d'entre vous qui l'auraient pas vu. Comme on le disait au début, beaucoup d'excellentes vidéos ont déjà été faites à son sujet, et vous en avez la liste en description avec les liens en dessous. Elles ont toutes quelque chose à apporter, et on va souvent se baser sur leurs conclusions pour aller plus vite, donc n'hésitez pas à les foncer dessus. De plus, et surtout en fait, je ne peux que vous conseiller de vous procurer la source ultime d'informations sur ce film, le hors-série Die Hard de Rokirama, qui est un recueil d'entretiens avec toute l'équipe du film, réalisé et rassemblé par mon collègue Stéphane Moïsakis, et dont sont tirées presque toutes les citations de cette analyse. Parce que oui, contrairement à beaucoup de réalisateurs, McTiernan s'est clairement exprimé sur ses intentions de mise en scène, ou du moins une partie, et c'est directement sur ces propos que nous allons bâtir cette analyse. Attention, c'est parti. Alors, petite piqûre de rappel, un film d'action dans les années 80, c'était plutôt ça. Son of a bitch. Et pas du tout ça. Les années 80, c'était plutôt des machos militaires à gros bras, plein de testostérone, qui défonçaient tout avec des sulfateuses. Rien à voir avec le simple flic habillé en Marcel et sans chaussures, qui fait des petites blagues que personne d'autre que lui peut entendre. D'ailleurs, l'actrice qui joue Holly Gennaro, la femme de John McClane, l'a dit elle-même. Tout le casting était à contre-courant de ce qui se faisait habituellement pour un film d'action à l'époque. Elle-même étant très loin de la demoiselle en détresse classique des films d'action. Schwarzenegger, Stallone et Burt Reynolds ont d'ailleurs tous les trois refusé le rôle, parce que le personnage de McClane leur semblait trop passif. D'autant qu'il passe la plupart de ses scènes tout seul, et que son premier réflexe est de se cacher et d'appeler du renfort. C'est important de garder ça à l'esprit parce que de nos jours, on se rend absolument pas compte de l'anomalie qu'était Die Hard quand il est sorti. Un film à 180 degrés de tout ce qui se faisait à Hollywood à l'époque, et qui a redéfini tout ce que serait le cinéma d'action après lui, qui n'a pas arrêté de le copier dans les années 90. Die Hard dans un bus, Die Hard dans un avion, Die Hard dans un bateau, Die Hard à la montagne, Die Hard à Alcatraz, Die Hard à la Maison Blanche, et évidemment Die Hard dans un aéroport avec 58 minutes pour vivre, deuxième aventure de John McClane, un décalque efficace mais sans génie de l'original. Die Hard changed the action genre forever and cops in movies have never been the same. Et tout ça, c'est uniquement dû au travail de John McTiernan sur le film. Un projet qu'il a d'ailleurs refusé 3 fois avant de finalement l'accepter, à la seule condition de pouvoir engager un deuxième scénariste, Steven de Souza, et de reprendre entièrement avec lui la structure et le propos du film. Parce que contrairement à ce que peuvent donner à croire ces films au premier abord, John McTiernan c'est un gros intello, quelqu'un qui a été uniquement abreuvé de cinéma intellectuel européen dans sa jeunesse, et qui a étudié les arts de la scène au Conservatoire supérieur de Juilliard à New York. Un réalisateur qui n'aura de cesse tout au long de sa filmographie de s'interroger sur la façon de renouveler le langage visuel hollywoodien. Ce qu'il a fait de façon incroyable avec Die Hard, puisqu'il deviendra l'étalon de tous les films d'action des années 90. Autant que Die Hard 3, qui en 95 va poser les bases de tous les films d'action des années 2000. Un film où on voyait pour la première fois des scènes d'action tournées en shaky cam, cette caméra portée qui tremblote et qu'on a retrouvé après dans toutes les séries et que Paul Greengrass aura poussé à l'extrême dans les Jason Bourne. Bon, tout ça c'est très bien.
Mais ça consiste en quoi exactement redéfinir les codes du film d'action? Enfin, visuellement je veux dire. Tout d'abord, c'est une volonté de s'opposer esthétiquement à la grande mouvance des films des années 80, qui était standardisée pour une exploitation à la télévision, et qui avait tendance à privilégier les champs contre champs en longue focale, avec des gros plans centrés. Ça c'est parce que les films en 2.35, en cinémascope, étaient recoupés sur les côtés, afin de prendre tout l'écran des téléviseurs cathodiques 4/3 de l'époque. Ça se ressent beaucoup dans le cinéma de Tony Scott par exemple, qui filmait toujours ses acteurs et son action bien au centre. Et tout le but de John McTiernan, c'était de renforcer l'aspect cinématographique de son film, d'élargir le regard du spectateur en utilisant toute la surface du cinémascope, et non juste son centre. Reprenant ainsi les codes du cinéma qu'avait posé Sergio Leone dans les années 60, qui pour lutter contre l'arrivée de la télévision et ramener les gens au cinéma, avait fait en sorte qu'on ait une bien meilleure expérience du film en salle que chez soi à la télé. Et élargir le regard du spectateur, c'est le rendre actif, le faire participer activement au film. Parce qu'il ne doit pas se contenter de juste regarder au milieu et tout ingurgiter sans se poser de questions, mais il doit aller chercher dans toute la surface du cadre où se trouve l'information. Comme Bruce Willis, qui pour la première fois apparaît bord cadre à gauche, à moitié coupé, puis se retrouve tout au fond de l'écran, puis à nouveau qui est mis à gauche de l'écran. McTiernan d'ailleurs s'amuse dans ce plan à faire figurer un guide de composition de l'image entière, comme pour souligner que McClane est décadré, ce qui va d'ailleurs être le principe même du film. Il vient de New York, il n'est pas chez lui. California. Il n'est pas à l'aise dans ce milieu huppé, il n'aime même pas les cocktails qui lui sont servis. California. Il va sans cesse s'opposer à toutes les figures d'autorité qui cherchent à le remettre à sa place. Il est le parasite bord cadre qui vient perturber cette société qui voit tout au centre. Who are you then? Just the fly in the ointment, Hans. The monkey in the wrench. The pain in the ass. Comme il va littéralement passer le film sur le côté, en dehors de la fiction. Il reste en coulisses, métaphoriquement sur le bord de l'image. Puis littéralement, dans les cages d'escalier, dans l'étage en travaux, au-dessus de l'ascenseur, dans les conduits d'aération, dans les cages d'ascenseur. Comme il était déjà positionné dans un autre espace lors de sa première conversation seul à seul avec Holly, où ils sont littéralement dans deux pièces différentes pour parler, séparées par une porte. Il est en directe opposition avec le personnage de Gruber, le grand méchant du film, qui lui monologue sur cette grande scène de théâtre qu'est la salle de réception, au centre de l'action. Mais ce décadrage de McClane va servir plusieurs buts dans la mise en scène, parce que c'est le principe même de la diversion opérée par les hommes de Gruber, qui font croire qu'ils sont des terroristes en prenant les invités du Nakatomi Plaza en otage et en faisant des demandes bidons. What is it you do wish for, Mr. Gruber? I have comrades in arms around the world languishing in prison. I read about them in Time magazine. Alors qu'ils sont juste là en réalité pour braquer le coffre-fort. Who said we were terrorists? You're nothing but a common thief. Et s'en sortir en faisant une ultime diversion, faire exploser le toit avec les otages et le FBI et se faire passer pour mort. When they touch down, we'll blow the roof. They'll spend a month sifting through the rubble, and by the time they figure out what went wrong, we'll be sitting on a beach, earning 20%. Et donc par ce décadrage, McTiernan va nous montrer que l'important n'est pas forcément ce qui est en gros plan devant nous, ce qu'on nous donne à croire, qui est vrai ou même qui est important, comme semble le croire le FBI. Ainsi le premier plan dans le Nakatomi Plaza nous donne à suivre en plan séquence Takagi, le PDG de Nakatomi. Mais il est lui-même une diversion. Il n'aura absolument aucun intérêt dans le film, alors qu'on insiste fortement sur lui au début. C'est lui qui nous introduit à tous les personnages. Looking for. The Gennaro. Then you must be John McClane. Oh, her office is right back here. Alice. I want you to meet John McClane. Holly's husband. How do you do? It's a pleasure to meet you. Et c'est par son intermédiaire qu'on connaîtra le plan des terroristes, et qui n'en sont finalement pas. Mais il se fait tuer à la 30e minute de film de façon extrêmement brusque. Ce plan séquence est donc lui-même une diversion, parce qu'il ne sert qu'à nous faire découvrir le personnage de Holly, qui arrive dans le coin droit de l'écran, toute petite. Mais c'est bien elle qui va être importante, et pas le gros Takagi en plein milieu du cadre qui prend toute la place, ce qui normalement devrait nous intéresser. McTiernan nous annonce ainsi uniquement par la mise en scène qu'il faut qu'on soit attentif, que tout le film va se passer sur les côtés, de l'écran littéralement, mais également sur les côtés métaphoriquement,
Ce qui est au centre ne doit pas être le focus de notre attention, bien au contraire. C'est tout le principe d'une diversion. Le regard est attiré au milieu, mais c'est ce qui se passe en parallèle qui est important. McTiernan figure à l'écran ce dont va parler son film, c'est génial! Les terroristes ne sont pas des terroristes. Ils font semblant afin de gagner du temps et d'entraîner une réaction du FBI qui leur permettra d'ouvrir le coffre. The circuits that cannot be cut are cut automatically in response to a terrorist incident. You asked for miracles, dear. I give you the FBI. Comme McClane active une scie sauteuse pour faire diversion et prendre à revers un des sbires. Tout se passe sur les côtés, alors que ce qui se passe en plein milieu est finalement sans aucun intérêt, comme Takagi, ou comme ce char qui fonce en plein milieu de l'écran et qui sera finalement inutile. Comme le FBI qui fonce dans le tas sans se poser de questions, qui coupe l'électricité alors que c'est exactement ce que voulaient les braqueurs. McTiernan filme une société où tout le monde est habitué à regarder au centre, autant son spectateur que la société qu'il décrit. Et il va nous proposer une alternative, autant filmique que sociale. Die Hard lui-même est l'image de cette diversion opérée par Gruber, où McTiernan propose un film d'action survitaminé à son producteur d'un côté, tout en faisant entrer à Hollywood une manière révolutionnaire de mettre en scène son film. Le film entier est ainsi constamment chorégraphié, comme ce mouvement de caméra, qui passe de McClane à Decady, et qui, hop, va se focaliser sur le panneau avec son nom. On a été attiré par le bruit et le mouvement Decady, mais non, c'était pas ça qui était important, c'est ce qu'il y avait juste derrière. Encore cette figure de la diversion qui nous amène à regarder, si on est attentif, ce qui se cache à côté. On a constamment cette idée du double dialogue de McTiernan, qui va dédoubler tous ses plans pour à la fois servir la dynamique de son film et son symbolisme, agripper le spectateur, l'inclure dans la mise en scène, et en même temps, symboliser les grandes figures de son film. Mais avant de se pencher sur la symbolique, continuons un brin sur cette mise en scène architecturale, qui va faire dialoguer entre eux les espaces. Parce que tout le film va fonctionner sur ce dialogue entre les différents endroits. Les radios, téléphones et talkie-walkie vont être le lien entre les personnages. Et McTiernan va donner l'impression que tout communique. Comme cet homme qui regarde dans le rétroviseur, comme s'il regardait la scène en train de se passer. Tout communique. Il se passe la même chose sur tous les plans. Et ça, McTiernan va le figurer ici, où le camion dans le téléviseur et la voiture à l'écran font exactement le même mouvement de demi-tour en arc de cercle. On a le même mouvement au-dessus et en dessous. Comme si McTiernan enlevait les frontières de l'espace et que tout pouvait communiquer comme sur une scène de théâtre, à tous les niveaux. Que ce soit McClane qui téléphone à Argyle au sous-sol, puis qui communique avec la police, puis qui communique avec Powell. Personnages qui d'ailleurs passent tout le film séparés. On a les conversations à deux niveaux, comme celle entre Gruber et son perceur de coffre, avec ses sbires qui posent les explosifs sur le toit, ou ceux qui sont à l'entrée de l'immeuble, ou encore sur le toit. Mais on a aussi des conversations à trois niveaux, comme celle entre McClane et le Deputy Chief, qui est interceptée par Argyle. Il y a une scène qui va pousser à bout cette dynamique où le ballet des regards, dirigé par McTiernan, va faire donner l'impression que les personnages se regardent l'un l'autre et sont dans le même espace. Powell regarde en haut, vers McClane, et hop, on se retrouve en haut. McClane regarde en bas à droite, comme pour répondre au regard de Powell, et Powell en haut à gauche, et McClane à nouveau en bas à droite. La ligne des regards se répond parfaitement. On entend alors Gruber. McClane se retourne pour regarder à gauche et hop, c'est bien là qu'apparaît Gruber. Pareil pour Ellis, McClane regarde en bas à droite, et c'est bien là qu'est Ellis dans le cadre. Et on se retrouve à nouveau avec une constitution en champ contre champ, avec la ligne des regards parfaitement coordonnée. On va voir tout à l'heure que tout ça, outre développer une mise en scène architecturale millimétrée, tend à niveler tous les personnages, à mettre les échelles de valeur sociale des personnages sur le même plan, ce que leur refuse la société américaine. Et cette idée de dialogue des espaces comme si on était dans le même plan commence dès l'ouverture, où Holly, dans son bureau, appelle ses enfants. Elle se retourne vers la photo de ses deux enfants et le plan suivant c'est exactement ces deux mêmes enfants, comme si elle s'était tournée vers eux pour leur parler. On est seulement au troisième plan à l'intérieur du Nakatomi Plaza, et McTiernan instille déjà cette figure qui va revenir tout au long de son film. Il établit un champ contre champ, comme s'ils étaient dans le même lieu, anticipant ainsi toutes les conversations entre McClane et Gruber qui auront lieu plus tard. Et de la même façon, toujours en jouant sur la distillation des informations et le fait de garder son spectateur à l'affût, il révèle dans un coin de cadre, caché si on va pas le chercher,
l'identité du personnage qu'on a suivi dans la première séquence. C'est son mari. On n'est qu'au 22e plan du film, on n'a pour l'instant aucune information. Son visage apparaît 2 secondes dans le plan, pas plus. Si le spectateur n'est pas attentif, il ne le verra peut-être pas. De la même façon que si on n'est pas attentif, si on regarde le film en faisant autre chose, au 2e plan du film, on peut se dire que la main qu'on voit en gros plan appartient au personnage qu'on voit quand la caméra remonte. Mais non, elle appartient à celui qui était caché par le cadre, qu'on ne voit apparaître que 10 secondes après. Et McTiernan va passer tout le film à jouer avec ça avec le spectateur, à l'éduquer à ne pas être passif, mais à prendre une part active dans son film, pour ne jamais avoir à lui expliquer les choses, mais uniquement les lui montrer par le biais de la mise en scène. Le film ne prend jamais son spectateur pour un con, bien au contraire, il va miser sur son intelligence, et ça c'est rare à Hollywood. On est dans un film où la mise en scène parle à la place de la narration. Holly regarde la photo de son mari, et hop, elle lui tourne le dos. On explicite les soucis de couple par le mouvement de chaise. McTiernan nous amène par l'ouverture du film à tout ce qui va se dérouler ensuite. Et donc, en quelques plans à peine, McTiernan prend son spectateur par la main pour lui montrer qu'il va devoir assimiler tous ces éléments, faire partie intégrante du film s'il veut le comprendre, s'il veut pas se faire berner par le gros machin qu'on agite en face de lui, s'il veut pas tomber dans les mêmes panneaux que le FBI face à la diversion de Gruber. Il va lui demander, pendant les 20 premières minutes, c'est-à-dire avant la première scène d'action, de participer à la mise en place visuelle avant de l'embarquer, pendant l'heure et demie qui va suivre, dans des montagnes russes d'action non-stop. Mais ces 20 premières minutes sont d'une importance capitale pour que le spectateur s'approprie les lieux et leur topographie en même temps que McClane. On est à l'opposé de la structure de Die Hard 3, où l'action arrive à la 51e seconde du film, et où le spectateur sera aussi perdu que McClane, balancé dans la machine à laver de l'action figurée par la shaky cam. Alors que dans Piège de cristal, le spectateur s'approprie les lieux avec McClane. La mise en scène de McTiernan collant ainsi totalement à l'état de son personnage, de film en film. Mais c'est quoi cette assimilation topographique? En fait, c'est simple. C'est pour permettre au spectateur de maîtriser totalement l'espace dans lequel le film va se dérouler, pour qu'il ne soit jamais perdu par la suite, pour pouvoir faire partir l'action sans jamais avoir besoin de perdre du temps pour montrer visuellement où ça se passe. Par exemple, quelque chose que tout le monde repère, c'est le poster de la pin-up, qui permet de savoir exactement où est McClane. Ou encore, le plan séquence sur le toit qui permet en un seul plan de bien comprendre comment sont établis les lieux pour pouvoir y revenir à la fin dans le feu de l'action avec un montage beaucoup plus serré. Et c'est présent dès le tout début du film. Parce que ce fameux premier plan de Holly, qui permet de voir de haut la salle de réception et la position de cet ascenseur qui va rythmer tout le film, ce plan continue pour détacher Holly de la foule, s'intéresser à elle, et coupe pour la rejoindre sur un mouvement très étrange. Son but est d'aller dans son bureau, mais pour ça McTiernan va lui faire quelque chose de totalement aberrant. Il la fait partir dans ce couloir, et elle fait un tour du propriétaire qui ne sert absolument à rien. Regardez, elle part de la femme en rouge, et elle fait un grand tour pour arriver à la femme en rouge. Elle a fait une boucle. Il y aurait eu 1000 façons de tourner ce passage-là, mais non. Et en faisant ça, McTiernan nous a présenté toute la topographie dont on va avoir besoin pour comprendre la suite du film. L'ascenseur, le grand hall où sont tous les otages, le bureau de Holly où va siéger Gruber et où se trouve la photo d'elle et de McClane, et le couloir labyrinthique qui va permettre à McClane de s'éclipser à l'arrivée des terroristes. McTiernan prend son spectateur par la main pour l'inclure dans la fiction, le forcer à être partie prenante de l'action, car il ne pourra pas rester passif, à l'image de son personnage principal, qui va être propulsé dans l'action en tant qu'acteur. Il commence le film en tant que spectateur, en regardant l'action à travers des écrans, de nombreux écrans. Mais va peu à peu être obligé de prendre part à l'action. On a vu jusqu'ici que McTiernan nous demandait d'être attentif, mais il va aller beaucoup plus loin. Sa caméra tout au long du film va de plus en plus adopter le point de vue du spectateur, l'humaniser, faire comme si nous étions nous-mêmes sur les lieux de l'action, et que la caméra devenait le prolongement de notre regard. Plutôt que de découper son film comme n'importe quel film d'action avec des champs contre champs, il va privilégier une caméra à la hauteur du regard humain. Réfléchir à ce que nous regarderions si nous étions en effet là dans le Nakatomi Plaza pendant le braquage.
Et c'est pour ça qu'on a des mouvements de caméra totalement inédits à l'époque dans le cinéma américain, comme tous ces panoramiques filés qui imitent un mouvement de tête, comme si la caméra, à la place du spectateur, tournait littéralement la tête. Ou réfléchissait avant de suivre l'un ou l'autre des personnages. La caméra épouse le regard d'un spectateur qui serait directement sur le tournage, et passe ainsi sans souci d'un travelling à un panoramique. C'est presque une mise en scène de cinéma virtuel, avec beaucoup de plans séquences où on se déplacerait avec les personnages et on pourrait regarder où bon nous semble, comme si le spectateur faisait son propre cadrage, comme au théâtre. Et ça c'est important, on va y revenir. C'est une rupture totale avec les conventions hollywoodiennes des années 80. Cette façon de faire du cinéma est directement héritée du cinéma européen dont McTiernan est fan, que ce soit Bertolucci ou François Truffaut, qui n'hésitaient pas, comme dans Die Hard, à faire ce genre de mouvement de caméra ou à raccorder des plans en mouvement, ce qui se faisait pas du tout à Hollywood, où un plan fixe devait succéder à un plan en mouvement. À la fois classique et novateur, le cinéaste résume parfaitement ses intentions dans les cahiers du cinéma en 2003. La seule chose que je savais, c'est que je voulais introduire dans Piège de cristal une caméra expressive qui devienne un narrateur, une voix active, presque un commentaire de l'action en train de se faire. J'avais beaucoup admiré ça dans de nombreux films européens, chez Bertolucci par exemple. Die Hard est presque un film expérimental, parce que McTiernan a demandé à avoir comme chef opérateur Jan de Bont. Jan de Bont qui est connu pour être le chef opérateur de tous les films néerlandais de Paul Verhoeven, en particulier Le 4e homme qui a beaucoup marqué McTiernan. Et ensemble sur Die Hard, ils n'ont pas hésité à jouer sur la vitesse de défilement de la pellicule et à tourner en 20 images secondes, à la place de 24, certains dialogues, pour les accélérer imperceptiblement, ou certaines scènes d'action en 28 images secondes, pour dilater le temps, mais sans pour autant faire des ralentis, ce qui diminuerait l'impression que le spectateur est littéralement présent dans le film. McTiernan voulait des mouvements de caméra tellement spécifiques qu'il a dû les faire réaliser par Jan de Bont lui-même sur le plateau, ce qui est normalement totalement interdit par les syndicats américains, parce que c'est un poste réservé exclusivement aux opérateurs caméra. McTiernan a donc dû payer des amendes aux syndicats pour que lui et Jan de Bont puissent travailler tranquillement. Lui seul comprenait vraiment que ce n'est pas le marquage au sol qui compte, c'est le sens des images. Ils ont ainsi créé tous les deux une nouvelle esthétique cinéma qu'on n'avait jamais vue avant à Hollywood, en renforçant l'artificialité du film et ainsi passer du réalisme à l'esthétisme. Jan de Bont parle même du style du film comme d'un réalisme proactif, comme le fait de plonger dans des lumières de plus en plus rouges à la fin, comme si on entrait dans la tanière du diable. Et ils se sont mis à jouer avec les défauts de la prise d'image, comme ce filtre qui bouge avec la caméra. Normalement, on ne fait jamais ça. Un filtre, c'est pour avoir une ligne d'horizon, comme chez Tony Scott, c'est pour rendre plus rouge le ciel. Si on fait un panneau ascendant avec le filtre, ça souligne l'existence même de ce filtre. Ou encore l'utilisation très intense de lens flares pour accentuer la réalité de la situation, faire en sorte que le spectateur n'imagine pas l'action comme une performance qui commence et qui se termine entre le action et le cut, mais bien un morceau du réel qui est capturé, que le spectateur s'approprie comme au théâtre. Et des flares dans le film, il n'y en a pas qu'un peu. C'est dingue, on se croirait dans un J.J. Abrams 20 ans avant. Et pour McTiernan, ça permet de souligner l'effet cinéma-vérité européen. Ce cinéma pris sur le vif, qui paradoxalement, en soulignant l'artificialité de la caméra, permet de faire entrer le spectateur en tant que personnage dans le film, par identification avec la caméra, comme si tout se passait vraiment. L'action devient imprévisible, comme si la caméra ne savait pas en avance ce qui allait se passer et qu'elle tournait la tête en même temps que nous. Et McTiernan le dit lui-même. Il faut que le spectateur prenne conscience de l'existence de la caméra, comme si c'était un personnage de la scène. McTiernan joue ainsi sur les défauts de la prise d'image pour instaurer un nouveau style de perception de l'environnement. Ce qui fait de Die Hard un film extrêmement architectural à nouveau. Il voulait tellement faire exister cette architecture, qu'elle soit palpable, qu'il a refusé de faire tomber certains murs du décor, ce qui aurait pu faciliter les mouvements de caméra. Mais non, parce que sa mise en scène fait exister ces murs à travers la claustrophobie des cadrages et l'existence justement de mouvements impossibles, et opérer ainsi une mise en scène de l'architecture. Parce que c'est un film où les décors sont visibles à 360 degrés pendant la totalité du film, ou presque. Des décors qui sont d'ailleurs pas des décors. Ce sont des vrais environnements, les vrais intérieurs du Fox Plaza, qui était en construction à l'époque. Des environnements où Jan de Bont a dû intégrer ses éclairages en les rendant visibles, parce que la caméra allait filmer à 360 degrés. Cette idée du 360 vient aussi, et c'est très important pour la suite, vient du théâtre, où tout est visible, où on peut rien cacher. Die Hard, on y revient, c'est comme une pièce de théâtre interactive, où les spectateurs pourraient se déplacer avec les personnages.
On vient de voir à quel point Die Hard était en rupture avec son temps, et à quel point la mise en scène impliquait le spectateur. Mais c'est pas du tout du « on fait péter les conventions juste pour tout faire péter », ça va plus loin que ça. Entrons maintenant dans un des côtés les plus théoriques du film, qu'on avait déjà évoqué un peu plus tôt, c'est son aspect théâtral. Die Hard reprend ainsi l'unité de temps, de lieu et d'action qui sont propres au théâtre. Ce qui est d'ailleurs une volonté de McTiernan, parce qu'au départ, le scénario se déroulait sur 2 jours. Et il a travaillé avec Steven de Souza pour que toute l'action soit ramassée sur une seule nuit. Le film commence littéralement au coucher du soleil, dans cette ambiance dorée du premier plan, et finit à l'aube, qu'on voit poindre à l'horizon au tout dernier plan. Une seule nuit où chacun va jouer un rôle, dissimuler son identité, se faire passer pour ce qu'il n'est pas, comme Holly se fait appeler Gennaro, Miss Gennaro. comme McClane se fait appeler Roy, Call me Roy. comme Gruber se fait appeler Clay. Clay. Et seul le spectateur est, comme au théâtre, le seul à être omniscient, à comprendre les jeux et enjeux de tromperie. Le regretté Alan Rickman, qui joue Gruber, étant d'ailleurs un acteur de théâtre britannique, qui voit ici son tout premier rôle au cinéma. Ce rapport à la théâtralité est voulu par McTiernan dans le choix même de son comédien. On a aussi McClane qui se parle tout seul, qui réfléchit à l'écran comme on ferait des apartés au théâtre. Why the fuck didn't you stop him, John? Because then you'd be dead too, asshole. Think, goddammit, think. Ou même Powell qui fonctionne comme un chœur de théâtre grec, qui récapitule les enjeux pour son supérieur, mais surtout pour le spectateur. Mon idée était de transformer Die Hard en comédie shakespearienne. Et la pièce de Shakespeare qui me semblait la plus adéquate était Le Songe d'une nuit d'été. Un festival se déroule sur une nuit, un événement magique arrive, les amoureux sont séparés, la société est totalement chamboulée et les princes sont transformés en idiots, tandis que les idiots sont transformés en princes. Au petit matin, la société reprend ses droits, et les amoureux sont enfin réunis. Alors, c'est pas tant le sujet de la pièce de Shakespeare qui intéresse McTiernan dans cette histoire, les fées, les elfes, Titania, Puck et Oberon, mais bien la forme qu'elle prend. Parce qu'on parlait d'inclure le spectateur à la fiction tout à l'heure, mais Shakespeare, en 1595, se posait déjà la question de ce rapport au spectateur. Et il fait ça dans Le Songe d'une nuit d'été, en intégrant dans sa pièce une autre pièce de théâtre, en faisant du méta-théâtre, une pièce dans une pièce, du théâtre qui parle de théâtre. Shakespeare est le tout premier de l'histoire du théâtre à faire une mise en abîme, en 1594, avec La Mégère apprivoisée. Et c'est pas anodin parce qu'il le refait dans Le Songe d'une nuit d'été l'année d'après, et plus tard dans Hamlet. Comme je répète tout le temps, quand on fait quelque chose une fois, c'est une coïncidence. Quand on le fait 3 fois, c'est un geste artistique. Et ça va tellement marquer les esprits que Molière, 60 ans plus tard, le refera dans 5 de ses pièces. Cette pièce dans une pièce ouvre et clôt Le Songe d'une nuit d'été, car sa répétition commence à la scène 2 de l'acte 1, c'est-à-dire tout au début. Et le rideau de la performance se clôt à la dernière scène du dernier acte. C'est presque comme si le reste de la pièce était inclus entre la répétition et la représentation. Représentation à laquelle assistent des personnages qui auront, tout au long de la nuit, de ce songe qu'ils ont vécu, changé d'identité sous le charme de Puck. Ils auront donc eux-mêmes joué un rôle, exactement comme la pièce qui leur est présentée. On a donc un rêve, dans une pièce où les personnages, tout comme les spectateurs, sont transportés dans un autre monde pendant la durée de la pièce. Il se passe donc, sur scène, exactement ce qui se passe pour le public. Une mise en abîme, qui est renforcée par la présence de la pièce tout au début, qui reprend d'ailleurs le thème des amours contrariés qui sous-tend l'intégralité du Songe d'une nuit d'été. Dès le début de sa pièce, acte 1, scène 2, Shakespeare pose tous les enjeux artistiques de son œuvre, où la fiction est imbriquée dans la réalité et inversement. D'autant plus que la pièce dans la pièce parle d'un lion féroce, qui est donc joué par un comédien affublé d'une peau de bête. Et les comédiens s'interrogent sur le fait que les spectateurs pourraient le prendre pour un vrai lion et avoir peur. Mais la suspension d'incrédulité pourrait brouiller les limites entre réalité et fiction. Les personnages comédiens vont donc exagérer ces frontières pour rendre le lion moins réaliste et souligner le fait qu'il est bien faux. En faisant réfléchir ces personnages aux conventions théâtrales, il met ainsi en lumière la mécanique même d'une pièce de théâtre, le fait que rien n'est vrai, que tout est artificiel.
This lantern doth the horned moon present. Myself, the man and the moon do seem to be. All I have to say is to tell you that this lantern is the moon. Shakespeare met ainsi en opposition à travers cette mise en abîme l'imaginaire développé par sa pièce qui parle d'un songe, face aux conventions rigides et arbitraires, que ce soit celle du théâtre lui-même dans la réalité, ou celle d'Oberon, le tyran qui règne sur le monde des elfes dans la fiction. C'est absolument génial. Et c'est exactement pour ça que j'adore faire ces vidéos, parce que ça me force à m'interroger sur des choses qui me passionnent pas forcément. Shakespeare, je trouve ça chiant à la base. Mais vu comme ça, quand on essaye de comprendre, c'est super cool. Parce que cette interrogation à propos des frontières et à quel moment la fiction devient trop vraie et devient la réalité, c'est exactement ce qui va se passer plus tard dans la pièce, lorsque la fiction envahit la réalité des spectateurs de cette pièce et leur fait vivre ce fameux songe de nuit d'été. Et tout ça dans une pièce qui se termine par un monologue de Puck, déclamé directement à nous spectateurs, nous disant que si nous n'avons pas aimé, nous pouvons tout simplement nous dire que ce n'était qu'un rêve. If we shadows have offended, think but this, and all is mended, that you have but slumbered here, while these visions did appear. And this weak and idle theme, no more yielding, but a dream. Exactement comme les personnages de la pièce que nous venons de voir, pour qui c'était aussi un rêve. Il nous imbrique ainsi, nous spectateurs, en tant que personnages de la pièce à part entière, tout comme les personnages de la pièce dans la pièce, qui étaient également pris à partie par les comédiens. Un miroir total. Et tout ça c'est quoi ? C'est exactement ce qu'on avait vu que faisait McTiernan avec son réalisme proactif, intégrer le spectateur directement dans son film et remettre en question sa place en intégrant des éléments irréalistes qui le renvoient à sa place de spectateur. Comme les filtres qui bougent avec la caméra ou les lens flares qui le renvoient au fait même que c'est bien une caméra qui filme. Et on l'avait déjà dit, paradoxalement, ça permet de renforcer l'effet réaliste du film, comme si ça se passait vraiment. De la même façon que Shakespeare, en renforçant l'artificialité de sa pièce dans sa pièce, renforce paradoxalement l'illusion de réalité du reste de sa pièce, en mettant ses spectateurs au même niveau que ses personnages. On sait que ça, c'est faux. Donc le reste est vrai. Et de la même façon que Shakespeare brouillait les pistes entre réalité et fiction, McTiernan va faire la même chose avec la bande musicale de son film, qui existe tout aussi bien dans la diégèse, c'est-à-dire dans l'univers du film, où Gruber sifflote l'hymne à la joie, et Powell chantonne Let It Snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Deux musiques qui seront plus tard directement intégrées à la bande sonore du film, c'est-à-dire en extra-diégétique. Autant l'hymne à la joie que Let It Snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Comme Shakespeare, McTiernan brouille les frontières entre le réel et le filmique, mettant ainsi le spectateur à cheval entre fiction et réalité, entre personnage à part entière et spectateur. Tout comme l'est d'ailleurs son propre personnage principal, qui a lui-même cette place entre spectateur et acteur, qui commence le film en coulisses, puis qui, en brisant un écran, en brisant la barrière spectatoriale, va se retrouver partie prenante de cette action dont il n'était que spectateur. Ce petit flic de New York va se transformer en héros d'action directement à la sortie de l'avion, à Los Angeles, ville factice bercée de paraître et de conventions sociales, berceau du cinéma américain, littéralement dans le Fox Plaza. Parce que le Nakatomi Plaza est en fait en réalité la tour de la 20th Century Fox, le studio qui produit le film. Une mise en abîme dans un film qui va ne parler que de mise en scène. Autant celle de Gruber pour faire croire qu'il s'agit d'une attaque terroriste, que celle de MacLaine qui met en scène le corps du frère de Carl, ou qui opère une mise en scène à la fin pour faire croire à Gruber qu'il se rend. MacLaine est ainsi propulsé dans le monde du cinéma en tant qu'acteur, au même titre que McTiernan va propulser son propre spectateur à l'intérieur de sa fiction, au même titre que Shakespeare lui-même posait ses personnages en tant que spectateurs de la pièce dans la pièce, avant de leur faire endosser un rôle qu'ils vont être forcés de jouer à partir du deuxième acte. Ces deux œuvres dialoguent à 400 ans d'écart, c'est absolument magique. On a dit tout à l'heure que c'est pas tant le sujet de la pièce de Shakespeare qui intéresse McTiernan dans cette histoire, mais bien la forme qu'elle prend. La façon dont chacun va changer de rôle au cours de la nuit. Comme dit McTiernan, les princes sont transformés en idiots, tandis que les idiots sont transformés en princes. Et c'est exactement ce qui figure dans Die Hard.
Cette société sclérosée qui refuse d'écouter McClane. This channel is reserved for emergency calls only. No fucking shit, lady! Do I sound like I'm ordering a pizza? Now send the police Sir, back I've up already ASAP. told you. This is a reserved channel. Mais qui refuse également d'écouter Powell, ou le chef technicien électricité. Une nuit où les derniers finiront les premiers, alors que les premiers, que ce soit Gruber, le journaliste opportuniste, ou le deputy chief, le chef de la police, ou le FBI, finiront tous ridiculisés. I'm not the one who just got butt-fucked on national TV, Dwayne. Tout le principe de McTiernan dans ce film, et il l'a dit lui-même en interview, c'était de faire tomber le masque social, de révéler la nature profonde des gens et de la société des années 80, de faire un vrai film politique. Et c'est présent dès l'ouverture, ces conventions qui commencent à tourner, ces rôles qui commencent à se faire réattribuer, comme dans Le Songe d'une nuit d'été. On a ainsi McClane et Argyle qui font tomber immédiatement les conventions sociales. What do we do now? I was hoping you could tell me. It's my first time driving a limo. It's okay. It's my first time riding in one. McTiernan filme littéralement l'inversion des valeurs sociales. Il place ses personnages en reflets, inversés. Et c'est le gigantesque nounours qui prend la place du client à l'arrière, ce qui ridiculise dès l'ouverture du film cette place dans la voiture, le fait même de se faire conduire par un chauffeur, ce qui renvoie évidemment à l'arrivée du deputy chief, qui se fait conduire par l'un de ses adjoints. Il est ainsi directement lié au nounours géant dès son arrivée. Monsieur n'est pas une tapette, monsieur est commissaire de police. Mais cette idée d'inversion, on n'est pas les seuls à l'avoir constatée. On pourrait lire ces fameux travelling compensés comme une symbolique de l'inversement des valeurs sociales, dont les protagonistes laissent finalement tomber le masque pour se révéler l'un à l'autre. Essayons donc d'aller plus loin. Dès le début du film, les rôles ont déjà commencé à tourner avec ce nounours, tout comme les lieux vont également tourner tout au long du film. Le bureau de Holly devient le QG de Gruber, la salle de réception devient un lieu de séquestration, l'ancien réceptionniste est remplacé par un nouveau qui joue son rôle, les terroristes deviennent des braqueurs, puis deviennent ambulanciers. Gruber se fait passer pour un otage avec un accent californien, on cherche où se dissimule Takagi dans la foule des invités, les hommes de Gruber font semblant de discuter de sport, Ellis fait semblant de connaître McClane, Holly Gennaro devient Holly McClane, McClane devient Roy, Call me Roy. le présentateur télé passe de furieux à souriant en remettant son masque pour le direct, et à la fin on a les feuilles qui volent en l'air, qui deviennent métaphoriquement de la neige pour aller avec la musique. Let it snow, let it snow, let it snow. Et tout le film lui-même change d'identité en cours de route, de comédie romantique qui devient un film d'attaque terroriste, puis film de braquage, mais il est aussi un film de Noël, un film d'action, et même un film catastrophe à l'image de La Tour Infernale. Tout le film ne parle que du renversement des rôles, et, comme dans Le Songe d'une nuit d'été, le fait d'avoir revêtu l'identité d'un autre fait que les personnages ont évolué à la fin de la pièce. On a ainsi une inversion totale du personnage de McClane, qui au début regarde toutes les nanas qui passent, et à la fin il ne s'arrête même plus pour regarder les femmes qui sont sur le toit, en ne cherchant qu'à retrouver sa femme Holly, avec qui il s'engueulait au début du film. Il crie à ce moment-là, non pas son nom d'épouse, McClane, comme il l'appelait au début, I'm here to see Holly McClane. mais bien le nom qu'elle s'est choisi elle. Et cette évolution, McTiernan la figure dans sa mise en scène même, où, à son arrivée au Nakatomi, lors de la discussion avec Holly, McClane est face au miroir, centré sur lui-même, alors qu'à la fin du film, il va de nouveau se retrouver dans une salle de bain, mais il fera alors dos au miroir. Il réussit à s'ouvrir aux autres littéralement et métaphoriquement, alors qu'au début il réduisait toujours le discours à lui-même. I know exactly what your idea of our marriage should be. Dos au miroir, il ne s'intéresse plus à lui-même, mais à Powell. You got flat feet? I had an accident. Et lorsqu'il lui demande de dire à Holly qu'il est désolé, lorsqu'on arrive enfin au bout de cet arc narratif, qu'il avoue enfin qu'il a tort, on quitte totalement le miroir. I want you to tell her that John said that he was sorry. Mais ça vaut tout aussi bien pour Holly, qui lorsqu'elle voit McClane pour la première fois du film, est dédoublée, littéralement, enfermée dans ce miroir, cette image qu'elle veut donner d'elle-même, Holly Gennaro. Ce qui renvoie évidemment aux photographies qui seront si importantes plus tard. Une image dans laquelle elle continuera de s'enfermer. Miss Gennaro.
Dans ce plan où à nouveau la structure est en miroir, comme si ce nom renvoyait une certaine image d'elle-même. Ce qui renvoie aussi au nombreux plan de McClane qui est positionné en miroir de lui-même. Et ce jusqu'à ce que son reflet se fasse enfin briser dans ce plan, où le reflet vole en éclats, et on revient sur McClane en un seul plan. McTiernan filme la résolution des conflits internes de ses personnages à travers l'action, à la façon de Howard Hawks. C'est une mise en scène d'une précision millimétrique. Mais tout ça va encore plus loin. Allez, faisons un petit point. On a vu que le principe de la diversion était applicable au discours de McTiernan sur le film. Mais ça vaut tout aussi bien pour le principe shakespearien de ces masques qui tournent, de ces personnages qui endossent des rôles, parce que le film lui-même porte un masque. Il se mascarade pour ce qu'il n'est pas. Sous couvert de passer pour un gros film d'action des années 80, il est un film expérimental d'inspiration européenne. Tout est ainsi doublé à l'écran pour figurer physiquement que McTiernan déploie le même stratagème dans deux espaces en même temps. Dans le film et hors du film. À l'écran et dans la réalité. Le même mouvement. Toujours l'image de ce plan. Comme tous ces personnages qui sont doubles, Holly McClane et Holly Gennaro, John et Roy, Johnson et Johnson. I'm Agent Johnson. This is Special Agent Johnson. Ou encore les Twinkies qu'achète Powell dans le magasin au début, et que McClane va quand même trouver tout en haut du Nakatomi Plaza. Mais aussi des scènes qui sont dédoublées, comme McClane suspendu au bout d'une corde qui finalement lâche. Et ce thème du double va être très important pour la suite, donc gardez-le bien à l'esprit. Mais c'est fou, on a un réalisateur qui va totalement réinventer le film d'action moderne, qui va poser le maître étalon de tout ce que sera le cinéma d'action après lui, et il a pour modèle Shakespeare et Bertolucci, quoi. C'est dingue! C'est normal en fait que les réalisateurs de Marvel arrivent à rien s'ils n'ont pas cette ambition-là. Si vous avez conscience de ce dont vous avez besoin en tant que cinéaste, alors il faut utiliser absolument tous les outils à votre disposition pour l'obtenir. Maintenant qu'on a vu un peu les aspects théoriques du film, on va se pencher un peu plus sur la mise en scène pure et dure, sur la signification des mouvements de caméra. Pourquoi avoir filmé tel plan ainsi et pas autrement? McTiernan ne voulait pas faire un film sur le terrorisme. You know, they'd sent me a script that was about terrorists. Some terrorists take a building, and I hated it. And I turned it down 3 times. Il a donc fait réécrire le scénario par Steven de Souza afin d'intégrer le braquage, qui n'existe absolument pas, ni dans le livre, ni dans le script original. Pour montrer que ce qu'on a au début n'est que factice, que rien n'est ce qui paraît. Que ce soit les conventions sociales, le plan des terroristes, ou la façon de faire du cinéma dans les années 80. Il va filmer la façade trompeuse de la société américaine, à travers un travail sur l'horizontalité et la verticalité, sociale et visuelle. Faire une vraie lecture politique de la société à travers son film, qui va fonctionner constamment sur une double dynamique, et une opposition entre horizontalité et verticalité. Comme le film lui-même, qui est un film vertical, qui ne se passe que dans la tour Nakatomi, au milieu de Los Angeles, une ville ouverte qui s'étend horizontalement. En opposition directe à Die Hard 3, qui est un film horizontal, dont le but est de relier le plus rapidement possible 2 points en transgressant les règles, comme passer à travers le parc, dans la ville totalement verticale qu'est New York. Une des grandes inspirations pour le caractère de John McClane, selon John McTiernan, c'est une affiche ultra connue aux USA qui s'intitule The Last Great Act of Defiance. Le dessin d'une souris qui, juste avant de se faire manger par un aigle, lui fait un doigt d'honneur, un ultime acte de résistance. McClane est un emmerdeur qui refuse de se plier à la vision que les autres lui imposent. So my captain keeps telling me. You listen to me, you little asshole. Asshole? You listen to me, jerk off. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Quit being part of the fucking problem and put the other guy back on. Only John can drive somebody that crazy. C'est un personnage qui souffre de son statut de prolétaire, de petit homme du peuple face à la haute société qui est en face de lui. Tout le film va se focaliser sur ce grain de sable qui grippe la machine. It's the fly in the ointment, Hans. The monkey in the wrench. The pain in the ass. Que ce soit McClane ou Powell, qui lui aussi est brimé par sa hiérarchie. C'est le dernier maillon de la chaîne qui va se dresser contre toutes celles-ci. Exactement comme l'explosion dans le Nakatomi Plaza. C'est le rez-de-chaussée qui explose, l'étage le plus bas. C'est le bas de l'échelle qui fait tout péter. Quand on regarde un peu en profondeur, c'est un vrai film contestataire, très ancré dans le mouvement anti-Reagan de la fin des années 80.
Au même titre que Invasion Los Angeles de John Carpenter, sorti la même année en 88, puis Les Banlieusards de Joe Dante en 89 et Édouard aux mains d'argent de Tim Burton en 90. C'est pourquoi McTiernan a voulu faire de Hans Gruber un homme fin et éduqué, avec un costume taillé sur mesure, un intello européen. Nice suit. John Phillips, London. I have two myself. Benefits of a classical education. Pour le mettre en directe opposition avec un John McClane pieds nus et en Marcel. Ces deux personnages sont ainsi filmés totalement différemment, parce que tout le but du film va être de figurer l'ascension sociale de McClane, qui commence tout en bas, et qui va monter petit à petit, littéralement en haut du Nakatomi Plaza, mais aussi s'affirmer face à toutes les embûches de l'échelle sociale qui essayent de lui entraver le chemin. Le premier plan du film montre ainsi McClane au plus bas, son avion atterrit, il part du sol, de tout en bas, et à partir de là, il ne va faire que monter. Le premier mouvement de caméra sur lui est ascendant. Puis il se lève, il monte les escaliers, la caméra remonte sur lui, puis à nouveau ça monte. Ça monte. Ça monte. Hop hop hop. Hop hop hop. Ça monte encore. Ça monte encore et encore. Et ça monte encore et toujours. McTiernan va construire son film avec des échelles de verticalité qui va figurer à l'écran. Qui est en haut et qui est en bas de la société. Comme ici, où on a Argyle tout en bas, John au milieu, et la tour Nakatomi, symbole du capitalisme triomphant de la société réganienne des années 80, qui les écrase tous les deux, enlève toute profondeur de champ. Où le bas de la chaîne est en fait toujours le plus gentil. Argyle propose à McClane de l'attendre pour voir s'il peut bien dormir chez sa femme. Et à la fin, c'est lui qui empêche les hommes de Gruber de partir dans l'ambulance. Alors que Ellis, qui représente le haut de l'échelle, il est le second de Takagi, est un infâme connard cocaïnomane. Et comme tous les gens en haut de l'échelle, sa collaboration va être contre-productive. C'est lui qui donne le nom de McClane à Gruber en pensant s'en sortir. La police n'écoute pas McClane lors de son appel et le regarde de haut, littéralement. Encore une fois, le rouage le plus bas, celui qui essaye de faire son travail, n'est pas écouté par les représentants de l'ordre établi. Mais cette disposition est encore plus évidente à l'arrivée du FBI, où Powell est tout en bas, écrasé par sa hiérarchie, le deputy chief étant placé plus haut que lui, et le FBI au sommet du plan, alors que Powell est le seul à comprendre ce qui se passe et à ne pas faire de conneries. Cette échelle est totalement inversée par rapport à la connaissance et à l'efficacité de chacun. Pareil lorsque le FBI veut couper l'électricité, on a la même dimension pyramidale, où le FBI est tout en haut, le manager au milieu et le technicien que personne n'écoute tout en bas, mais qui à nouveau est le seul à comprendre ce qui se passe et à pouvoir y faire quelque chose. Toute l'imagerie du film prolonge le songe d'une nuit d'été, où les imbéciles sont des princes et les princes sont des imbéciles. Le FBI menace le technicien de perdre son travail, alors que celui-ci proposait de le faire avant sans souci. Comme le journaliste fait pression sur la petite employée de maison dans la même construction pyramidale. Et de la même façon que le FBI menaçait l'employé, il la menace d'appeler l'immigration. Les gens qui sont en bas de l'échelle sont presque punis de faire leur travail correctement. Dès que quelqu'un a une bonne idée, il se fait immédiatement rabrouer. L'autorité ne connaît que la menace. Elle n'écoute même pas ce qu'on a à lui proposer. Et essaye toujours de se référer à une autre forme d'autorité. Personne ne semble se rendre compte de l'efficacité de ces gens. What about John McClane? He's the reason why we have the information we have up until now. He's also the reason why you're facing 7 terrorists instead of 12. How you feeling? Pretty fucking unappreciated, Al. Pire que de pas écouter la base de la pyramide, toutes les relations avec l'autorité vont être contre-productives. Le deputy chief engueule John. Now we do not want your help. Is that clear? We don't want your help. Le journaliste révèle la vraie identité de McClane, mettant Holly en danger. Les agents du FBI aident Gruber à ouvrir le coffre. You asked for miracles, dear. I give you the FBI.
Et tous ces gens sont profondément stupides. Ils tirent sur McClane alors qu'il essaye de sauver les otages. Je rappelle d'ailleurs que Saigon fut l'ultime défaite américaine du Vietnam, ce qui préfigure la défaite du FBI et leur mort. Tout comme Ellis. Mais toutes les figures d'autorité sont profondément stupides dans ce film. Tout comme ce spécialiste interviewé à la télévision qui parle du syndrome de Helsinki. Qui est en fait le syndrome de Stockholm. Et le présentateur qui veut se la jouer qui dit mais ce qui est en fait vrai, parce que Stockholm est bien en Suède. Le journaliste avait bien raison, mais les deux paraissent ridicules. Et pour le coup c'est vraiment voulu, parce qu'il y a même un article Wikipédia sur le syndrome de Helsinki qui donne Die Hard comme l'origine de cette confusion entre syndrome de Helsinki et syndrome de Stockholm. Justement à cause de cette blague de McTiernan et Steven de Souza. Ce qui montre que les experts en fait n'y connaissent rien. Tout comme le FBI, qui est censé être expert dans ce genre d'affaires, qui font exactement l'inverse de ce qui est nécessaire. L'expert télé explique à ce moment-là que les otages doivent être en train de tomber amoureux de leur tortionnaire dans un plan hyper cynique, où les hommes de Gruber traînent le corps d'Ellis devant les otages terrifiés. Et le plan immédiatement après celui-ci vient renforcer le côté absolument inutile des figures d'autorité. Regardez la gueule de Powell en entendant son supérieur essayer de faire libérer les faux prisonniers que Gruber a sortis de son chapeau. Tout le monde a au-dessus de lui une figure d'autorité encore plus débile que la précédente, mais à qui il doit allégeance. This is Sergeant Al Powell. This is Deputy Chief Dwayne Robinson, and I am in charge of this situation. Excuse me, sir. The FBI is here now. Want a breath, man? I'm in charge here. Not anymore. On est aux antipodes des films d'action des années 80. Où justement l'autorité réganienne, ou de l'armée, régnait en maître. C'est là que le film anticipe vraiment le passage aux années 90, et à la nouvelle remise en question de l'autorité qu'on trouvera tout au long des années 90. Cette représentation de l'autorité totalement standardisée, où les dirigeants sont tous strictement identiques. I'm Agent Johnson. This is Special Agent Johnson. This is Agent Johnson. No, the other one. Et dont la réponse à la situation est systématiquement la même. They got the universal terrorist playbook and they're running it step by step. Mais on a vu que le film travaillait aussi le symbole de l'inversion, comme ce raccord à 180 degrés très particulier, au moment où McClane entre en contact littéral avec la société UP de LA. Ces valeurs sociales vont s'inverser tout au long du film, au fur et à mesure que les personnages vont faire tomber leur masque. After all your posturing, all your little speeches, you're nothing but a common thief. I am an exceptional thief, Mrs. McClane. Et la mise en scène aussi va travailler cette figure de l'inversion, tout en restant parfaitement fidèle à toutes les notions qu'on a vues jusqu'à présent. C'est ainsi que le premier plan du film voit un avion aller du haut vers le bas, et que le deuxième plan est un mouvement qui va du bas vers le haut. Dès les deux premiers plans, on a toutes les thématiques du film. La verticalité, l'inversion, le double, et on l'avait déjà vu, la diversion, l'attention du spectateur, qui fait que si on regarde mal, on peut penser que cette main appartient au monsieur qu'on voit en gros plan juste après. Et pendant tout le film, on va garder cette notion d'aller-retour, de mouvement en miroir, comme ces deux premiers plans, où McClane va monter jusqu'au toit, puis redescendre en tombant dans les cages d'ascenseur, puis refaire exactement la même chose, remonter à nouveau sur le toit et retomber, accroché à un cordage qui lâche. Et en fait, c'est le même mouvement pendant tout le film. Il monte, il descend. Il monte, il descend. Il monte, il descend. Comme il envoie la bombe par la cage d'ascenseur vers le bas, et hop, l'explosion remonte vers lui. Un mouvement d'aller-retour. Mais toujours associé à cette verticalité. Comme l'étage où il se réfugie est parsemé de barres verticales, comme il tue les sbires de Gruber régulièrement dans des escaliers, 2 fois, les met dans des ascenseurs, les jette sur la voiture de Powell, leur tire dessus allongés sous une table, à travers le sigle Nakatomi d'ailleurs, ce qui souligne le désir de destruction de cette machine capitaliste. Il pend Carl à une chaîne, il fait tomber Gruber du haut du Nakatomi Plaza. Il tue personne normalement en fait. Et c'est bien d'ailleurs cette montre bling bling que porte Holly, qu'il a relié à Gruber et dont il faut se défaire pour pouvoir le faire tomber. Là, on n'est même plus dans le symbolisme, on est dans l'évidence. Cette montre était déjà liée au sentiment d'appartenance de Holly à cette société capitaliste.
puisque lorsqu'elle voit McClane pour la première fois, elle a elle aussi ce mouvement d'aller-retour dans le cadre. Elle va vers lui, puis s'éloigne pour revenir parmi les siens, liée au miroir qui projetait plus haut l'image qu'elle voulait montrer d'elle-même. Cette perfection dans un cadre, comme les photos. Et c'est pile au moment où elle revient vers eux que justement Ellis lui dit « Show him the watch. » McClane est associé à cette verticalité en miroir dès son arrivée au Nakatomi, où il est vu en contre-plongée, puis immédiatement après, en plongée. Et ces mouvements verticaux vont être en opposition totale avec le personnage de Gruber. Si les premiers plans de McClane n'étaient que des montées de caméra ou d'escalier, Gruber, lui, va avoir un travelling avant, doublé par un travelling arrière pour son premier plan. Encore cette notion d'opposition, mais cette fois en horizontalité pure, comme ces panoramiques violents droite-gauche, ou gauche-droite, qui sont souvent associés à la présence des hommes de Gruber, alors que ceux de McClane seul sont souvent en verticalité. Des mouvements contraires, comme lorsque McClane regarde à chaque étage, où les sbires de Gruber semblent s'étaler, prendre tout l'espace, alors que lui monte et descend. Comme le mouvement horizontal de tronçonneuse de Carl, alors que McClane est en train d'appeler Argyle au sous-sol, depuis le haut. Encore l'horizontalité qui s'oppose à la verticalité du coup de téléphone, entre le haut et le bas. Et ce sera le cas à chaque fois que McClane fera intrusion dans l'univers de Gruber, jusqu'à sa chute finale. La première rencontre radiophonique entre McClane et Gruber est d'ailleurs caractérisée par un mouvement très étrange de la caméra. Alors que la discussion était filmée avec des caméras face au personnage, à l'arrivée de McClane sur la fréquence radio, la caméra vient se positionner en plongée totale sur Gruber. Tout à fait en rupture avec ce qui se passait avant. Et la révélation de l'identité de McClane est pareillement associée à une contre-plongée, un panoramique vertical et le mouvement de la photographie qu'on relève. Et à nouveau une contre-plongée encore plus violente. Dès que McClane intervient d'une façon ou d'une autre dans le plan de Gruber, il y a une dimension verticale. Comme lorsque McClane active l'alarme, c'est la seule fois du film que Gruber est vu descendant un escalier. La première intervention de McClane dans le film place Gruber en verticalité et préfigure déjà sa chute. En plus de l'opposer littéralement en miroir à ce plan de McClane qui monte les mêmes escaliers lorsque brûle l'industrie capitaliste. Et de la même façon lors de leur rencontre réelle. C'est le deuxième moment du film où Gruber est associé à la verticalité, celle de McClane, dans des plans en plongée et en contre-plongée très marqués, figurant à nouveau la chute de Gruber due à McClane. On commence là où on finit. Premier plan, lorsque Gruber rencontre McClane, il est à ses pieds. Dernier plan de Gruber dans le film, il sera au pied de McClane, à nouveau. On commence là où on finit, à nouveau. Ce qui redouble encore le thème du songe de nuit d'été, où tout le monde se réveille à la fin de la nuit, mais chacun en a tiré un petit quelque chose. Et le film entier est hanté par cette circularité, comme le coffre lui-même est circulaire. Mais tout ça pour McTiernan, c'est aussi une façon d'instaurer des leitmotifs dans son film. Ça parle en effet de la position sociale des hommes, des luttes de pouvoir, de la façon dont ils vont évoluer au sein du film, où Gruber va rester au 30e étage ou presque, alors que McClane ne va cesser de monter et descendre, enfin surtout de monter. Mais c'est aussi un moyen pour McTiernan, outre toute cette symbolique, d'instaurer une chorégraphie de la caméra pour chacun de ses personnages, comme un leitmotiv musical, comme Gruber est caractérisé par l'hymne à la joie. Le film est toujours lisible à deux niveaux, celui d'une mise en scène millimétrée au cordeau, un ballet visuel dans lequel le spectateur est partie prenante, et une symbolique hyper fouillée. À nouveau la symbolique de ce plan qui se passe à deux niveaux de façon identique. L'idée est de savoir, au-delà de l'intrigue, ce qui compose véritablement un film, le démonter et comprendre sa mécanique. Les films ne se font pas au hasard et le cinéma est un véritable langage à part. Les films sont composés d'un enchaînement d'images très spécifiques qui véhiculent des informations dans un ordre précis. Je n'ai jamais compris les réalisateurs qui couvrent leur scène avec 3 caméras et donnent le tout au monteur pour le laisser travailler dans son coin. Ça me dépasse. Si Gruber et McClane sont sur des trajectoires qui ne peuvent qu'entrer en conflit, s'opposer radicalement, Holly et son mari, eux, commencent le film sur des trajectoires opposées, mais que le film va réunir. Regardez, lui part de la gauche du cadre, tout au fond, et va marcher vers la droite. Toujours vers la droite, sans exception. Alors que Holly va avoir exactement le mouvement contraire. Elle part de la droite du cadre, tout au fond, et elle va aller vers la gauche, toujours vers la gauche. On a donc deux personnages qui au départ sont sur deux trajectoires opposées, et qui vont se retrouver à la fin. Et au cours du film, on aura la même idée, où à partir du moment où ils se séparent, ils ne se retrouveront qu'à la toute fin. Mais tous ces mouvements inverses des personnages sont en fait liés à leur point de rencontre justement, à leur intersection.
Et c'est ça qui va être le point clé de cette analyse. On a vu plutôt que Powell était positionné comme un cœur de théâtre grec, celui qui fait le lien entre les espaces, entre Roy et le reste de la police et le FBI, mais aussi entre le spectateur et le film, rappelant ainsi régulièrement les enjeux de la narration, combien est-ce qu'il reste de terroristes, qu'est-ce qui va se passer ensuite. C'est ainsi un personnage qui fait le lien entre intérieur et extérieur, mais qui dès le début était vu ainsi, entre le magasin dans lequel on le découvre et le dehors, entre sa voiture et le Nakatomi Plaza, relié entre les deux par un plan séquence. Un plan qui est vraiment pas facile à filmer, McTiernan s'est vraiment cassé la tête pour le faire. Il y a vraiment une volonté de lier les espaces à travers ce personnage en particulier. Surtout qu'il est vu juste ensuite en reflet dans le rétroviseur de la voiture de police, littéralement positionné en tant qu'intermédiaire dans le plan entre le Nakatomi Plaza en avant-plan et la voiture de police en arrière-plan. Il est d'autant plus le lien entre les deux qu'on le voit arriver sur cette place centrale qui est constituée de deux cercles qui s'imbriquent, littéralisant cette idée de lien entre les mondes. Un plan qui n'arrive qu'à ce moment-là. La place n'a jamais été filmée comme ça avant et elle ne le sera plus jamais après. Powell devient lui-même cet entrecroisement entre les univers, en allant de l'un à l'autre. Comme le film lui-même est l'entrecroisement entre cinéma et théâtre, entre réalisme et anti-réalisme, entre film américain et film européen, entre McClane et Gruber, entre McClane et sa femme, entre McClane et Powell, entre terroriste et police, entre terroriste et braqueur, entre Holly McClane et Holly Gennaro, entre Carl et son frère, entre New York et LA, entre le haut et le bas, entre verticalité et horizontalité. Parce que, à chaque fois, ce qui est le plus important dans ces duos, ce ne sont pas les oppositions elles-mêmes, mais bien le moment où les deux mondes vont s'entrechoquer, là où les oppositions se rejoignent, comme ces deux cercles s'emboîtent. Parce qu'aucun des deux ne va rester dans son coin. Ce n'est jamais ni tout l'un, ni tout l'autre. McClane du haut de sa tour mange un Twinkie comme Powell en achetait dehors tout en bas. Et les deux agents du FBI portent le même nom, alors que tous les opposent, un blanc, un noir. Comme McClane et Powell d'ailleurs. Un qui a fait le Vietnam et l'autre non. Comme les deux véhicules du début, où l'un descendait alors que l'autre restait au même niveau, avant de décrire exactement le même arc de cercle. Le but de McTiernan est de faire se rencontrer tous ces mouvements, comme Holly qui allait vers la gauche et McClane qui allait vers la droite, qui se rencontrent enfin à la fin du film. Comme il fait littéralement entrer le spectateur dans son film, en confrontant l'espace d'où l'on regarde et l'espace où se passe l'action. Tout comme son personnage principal, qui est déchiré entre passer le film en coulisses et arriver sur la scène de théâtre. Exactement ce que faisait lui-même Shakespeare, en faisant se rencontrer son spectateur et ses personnages, en leur faisant vivre à tous les deux le même songe. À nouveau, comme McTiernan fait se rencontrer et entrer en collision les différentes classes sociales, entrer en collision cinéma américain et cinéma européen, le tout dans le même film. Et tout le travail sur l'éducation du spectateur de la première partie se traduit dans cette dynamique. Le projeter dans la fiction, lui donner un rôle à part entière. Le spectateur est en fait lui-même cette intersection, à cheval entre narrateur omniscient et témoin de l'action comme en direct. Que son univers et celui du film, pour 2 heures, s'entrecroisent. Tout le film et le discours de McTiernan sont résumés dans cette image, le symbole de cet entrecroisement des cercles, pile devant le Nakatomi Plaza, entre l'univers du film, le Fox Plaza à Hollywood, le cinéma pur, et l'extérieur. Powell passant de l'un à l'autre. Et pour le suivre, McClane passe d'une pièce à l'autre, d'un espace à l'autre. Et passer d'un espace à l'autre, c'est le pivot du film. Exactement à ce moment-là, où McTiernan figure ces deux cercles qui s'entrecroisent, McClane va littéralement entrer lui-même dans la fiction. Il va briser l'écran qui séparait les coulisses de la scène, briser la barrière spectatoriale. Il pousse le cadavre d'un des hommes de Gruber à travers la fenêtre, en brisant un écran, passant ainsi du Nakatomi directement dans la voiture de police, en brisant un deuxième écran, le pare-brise de la voiture de Powell. Les deux mondes sont alors reliés directement l'un à l'autre. Les deux espaces, les deux cercles se sont rencontrés. McClane est relié à l'extérieur par un surcadrage filmé à travers le trou dans la vitre. Et Powell traverse à nouveau un écran, la barrière, qui le met directement en perspective avec le Nakatomi Plaza, dans la position exactement inverse de McClane, les deux liés par cet entrecroisement. Et immédiatement après cette scène, McTiernan redouble sa métaphore en faisant traverser à McClane une porte écran,
a screen door en anglais, métaphore renforcée par les multiples ouvertures exactement de la forme d'un écran cinémascope. C'est également pile à ce moment-là, le plan immédiatement suivant l'arrivée de Powell, que le Marcel de McClane change de couleur, comme par magie, et devient kaki. Il était blanc dans tous les plans d'avant, et il sera kaki dans tous les plans après. On revient à nouveau à cette figure centrale des deux véhicules qui sont à deux niveaux différents, mais qui vont faire la même chorégraphie dans le même plan. C'est tout le sens du film, des oppositions qui se rassemblent. L'un allait en haut, l'autre allait en bas, mais ils font en fin de compte exactement le même mouvement dans le même plan. Les deux univers ont toujours un point commun. Et ça se fait ressentir jusque dans les dialogues. Ce qui littéralise le fait que cette collision des deux univers réside justement à leur intersection. C'est lorsque Gruber parle comme McClane que leur affrontement est à leur paroxysme et qu'un seul des deux survit. Mais on a la même chose dans les scènes d'action. Les Twinkies qu'on avait déjà vus, les deux agents Johnson, radicalement opposés mais pourtant identiques, et dont la phrase renvoie immédiatement dans la scène d'après à l'imagerie purement guerre du Vietnam de McClane, qui sort de la fontaine dans une ambiance rouge, avec la pluie comme une mousson qui vient des extincteurs, et le feu comme des résidus de napalm. On se croirait en plein dans Apocalypse Now. Et on a même cette idée des sens opposés qui se rejoignent dans les homonymies visuelles du film, quand on a vu Ellie se faire un rail de coke un peu plus tôt, et que plus tard Carl lui sert un coke, certainement pas le coke qu'il avait demandé. Et à la fin, McClane sauve Holly en s'accrochant dans le dos un pistolet, dans une ultime mise en scène, accroché par du scotch avec du « ou » dessiné dessus. Du « ou » qui se dit « Holly » en anglais. Du « Holly » pour sauver Holly. À nouveau les deux cercles qui s'entrecroisent, où la partie centrale fait toujours le lien entre les deux opposés. Et c'est même déjà présent dans la musique, l'hymne à la joie appartient aussi aux deux univers. C'est le thème de Gruber, on l'a vu, mais c'est aussi la musique qui est jouée par l'orchestre à son arrivée au Nakatomi. Elle est donc elle aussi l'intersection entre les mondes, les trois mondes d'ailleurs, jouée à la fois par l'orchestre du Nakatomi, fredonné par Gruber, et joué par l'orchestre de Michael Kamen pour la bande originale du film. Tous les éléments du film communiquent entre eux, ont un point commun. Comme lors du premier assaut de la police, où on a une mise en parallèle entre ce qui se passe dehors et ce qui se passe dedans, par deux toutes petites choses. L'irruption de la réalité. Un des flics se fait piquer par une rose, et un des hommes de Gruber patiente et prend une barre chocolatée. Ça sert absolument à rien. Ça prolonge les plans inutilement pendant une scène d'action et ça pourrait même faire descendre la tension. Mais non, ça renforce cette impression de réalisme intense que McTiernan infuse à tout son film. Le fait que ce sont des personnages en chair et en os, et non pas des monolithes juste écrits dans un scénario et qui ne servent qu'une seule fonction. Et ça renforce parallèlement la conjonction entre ces deux univers. Et tout le film repose sur cette figure de l'intersection des opposés. C'est évident lors de la première rencontre entre McClane et Gruber, qui pour figurer le choc de la verticalité et de l'horizontalité, sont filmés en débulé par McTiernan, la caméra de travers, à moitié horizontale, à moitié verticale. Et tous les deux dans un plan en miroir parfait, l'un débulé vers la droite et l'autre vers la gauche. Et cette rencontre est marquée, comme on l'avait dit plus tôt, par deux travelling compensés sur exactement le même plan. Mais l'un où McClane a le focus, et l'autre où c'est Gruber qui a le focus. Encore un miroir parfait. La mise en scène littéralise avec ce miroir la collision des personnages et de la mise en scène qu'ils véhiculent chacun, horizontalité et verticalité, pile au moment où ils se révèlent l'un à l'autre, où ils font tomber leur masque. Les deux univers se sont rencontrés. On peut tout faire exploser, tous les écrans, toutes les vitres. Il n'y a plus de scène, il n'y a plus de coulisses. En fait, quand on y réfléchit un petit peu, cette mise en scène est d'une telle évidence que ça aurait pas pu être autrement. Et Die Hard a largement mérité sa réputation de meilleur film d'action de tous les temps. Et bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter, mais surtout de vous abonner en activant la petite cloche pour être mis au courant des prochaines sorties de la chaîne. Je vous encourage évidemment à découvrir les autres analyses. Allez, on vous dit au prochain épisode. À ciao. Bisous.